Bonjour à tous, bienvenue au cours numéro 5. Donc, ce cours s'intitule « Le rasoir d'Occam ou principe de parcimonie s'applique mal à l'étude du monde vivant ». Donc, dans les cours précédents, nous avions considéré les propriétés du vivant. Et dans ce cours, ça va être un petit peu différent. On va s'intéresser à l'approche du biologiste quand il étudie le monde vivant et quelles sont ses approches et est-ce qu'on doit ou pas utiliser ce principe de parcimonie. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui ne reflète pas forcément ce que tous les biologistes pensent. Donc, c'est vraiment mon opinion, qui dérive de toutes ces années de recherche sur la biologie. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser d'abord à ce que c'est que ce principe de parcimonie. Ensuite, nous allons voir que les entités biologiques sont souvent plus complexes que ce qu'on imagine et que les explications en biologie ne sont pas toujours les plus simples. Et en conclusion, nous verrons quelles sont les solutions, quelles sont les approches qu'on doit avoir quand on veut essayer de mieux comprendre le monde vivant. Donc, ce principe de parcimonie, il est communément attribué à Guillaume d'Occam. Donc, Guillaume d'Occam était un philosophe anglais et il a écrit « Les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité ». Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le rasoir d'Occam. Donc, raser dans le sens d'éliminer les explications improbables d'un phénomène. Donc, ce qu'il voulait dire par là, c'est que quand on a plusieurs explications avec plusieurs scénarios possibles, celui qu'on va retenir, c'est celui qui fait intervenir le plus petit nombre d'hypothèses ad hoc, c'est-à-dire des hypothèses non documentées qu'on prend comme base pour avoir cette explication. En fait, cette vision des choses est bien plus ancienne. Donc, déjà, Aristote avait ce principe également quand il disait « il vaut mieux prendre des principes moins nombreux et de nombres limités ». Donc aujourd'hui, en biologie, ce principe de parcimonie est extrêmement utilisé, et notamment quand on a énormément de données à utiliser. Donc, par exemple, quand on a énormément de séquences d'ADN à disposition et qu'on veut en déduire des choses particulières, on va utiliser ce principe de parcimonie. Donc, ces séquences, on en a tellement qu'on ne peut pas les analyser toutes seulement avec notre esprit humain. On va utiliser des ordinateurs et on va essayer de trouver le meilleur modèle qui est associé à ces données. Donc là, ici, je vous ai mis deux exemples particuliers dans lesquels on utilise des séquences d'ADN. Donc ici, à gauche, vous avez l'exemple des séquences d'ADN qu'on va utiliser pour construire des arbres phylogénétiques, c'est-à-dire établir des liens de parenté entre des espèces. Et donc là, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver le meilleur arbre qui colle avec nos données. Et donc pour ça, il y a différentes méthodes statistiques qui peuvent être utilisées. Les méthodes les plus anciennes, c'était essayer de trouver l'arbre qui rend compte du moins grand nombre de mutations possibles le long des branches pour avoir les séquences qu'on va observer à la fin chez les différentes espèces qui sont aux extrémités des branches. Et ensuite, il y a eu d'autres modèles plus sophistiqués qui ont été développés, où dans des modèles, on va mettre des taux de mutation particuliers, avec des mutations qui vont être différentes selon le changement d'un nucléotide en un autre. On peut aussi faire des a priori sur comment les mutations vont se passer au cours de l'évolution et tenir compte de tous ces paramètres pour essayer de trouver le meilleur modèle en concordance avec les données. Dans le cas de la cartographie génétique, donc ce deuxième exemple, ici on va avoir énormément de séquences d'ADN qu'on a collectées sur des individus. Donc, par exemple, si on veut essayer de trouver des facteurs génétiques qui sont associés à des maladies cardiovasculaires, par exemple, et donc on va avoir toute une population pour lesquelles on a des séquences d'ADN et pour lesquelles on a aussi si ces personnes sont ou non, une maladie particulière. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver des régions des chromosomes qui sont associées ou non à la maladie. Et donc là, le modèle qui est utilisé, c'est de trouver le moins de régions chromosomiques possibles avec les effets les plus forts et d'essayer de trouver quelles sont ces régions selon ces modèles en utilisant des approches statistiques. Donc dans tous ces modèles, on va utiliser ce principe de parcimonie, essayer d'expliquer les séquences qu'on peut observer et créer un modèle qui permet d'expliquer toutes ces séquences. Et ce modèle doit contenir le moins grand nombre de paramètres, donc pour le cas de la cartographie génétique, le moins de régions chromosomiques possibles, et en même temps, il doit aussi rendre compte de toutes ces séquences
Donc l'explication doit être de bonne qualité, c'est-à-dire le pourcentage de variance expliqué par le modèle doit être le plus élevé possible. Donc on a un compromis qui se fait entre le nombre de paramètres qu'on va mettre dans le modèle et à quel point ce modèle va être proche des observations qu'on fait. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ce genre de biologie. Donc ce que je viens de vous présenter, c'est ce que je dirais, c'est un cas où on a énormément d'indices, on a énormément de séquences d'ADN et on essaye à partir de ces séquences d'en déduire des choses particulières. Donc aujourd'hui, ce dont je voudrais vous parler, c'est des cas où en biologie, on a très peu d'indices et on va essayer de répondre, de trouver des réponses à partir de ces quelques indices. Donc encore une fois, on va essayer de minimiser le nombre de paramètres et de maximiser la qualité de l'explication. Mais ce que je voudrais vous montrer dans ce cours, c'est que dans ces cas-là, souvent le principe de parcimonie ne va pas forcément s'appliquer et ce n'est pas forcément l'explication la plus simple qui va être la plus correcte. Donc c'était déjà ce que disait Francis Crick. Donc Francis Crick avec Watson, c'est lui qui a découvert la structure de l'ADN et grâce à ça, il a eu le prix Nobel. Et dans les années 80, il a écrit un livre où il raconte ses découvertes. Et donc il a participé à de nombreuses découvertes, non pas seulement la structure de l'ADN, mais aussi la découverte du code génétique, le fait que 3 lettres de l'ADN correspondent à un acide aminé d'une protéine. Et donc il parle dans son livre du rasoir d'Occam, et il dit que si le rasoir d'Occam est un outil utile en physique, il peut être un instrument très dangereux en biologie. Il est donc très téméraire d'utiliser la simplicité et l'élégance comme guide dans la recherche biologique. Si l'élégance et la simplicité sont en biologie des guides dangereux vers la bonne réponse, quelles contraintes peuvent alors être utilisées comme guides dans la jungle des théories possibles ? Il me semble que les seules contraintes vraiment utiles sont contenues dans les preuves expérimentales. Voilà, donc ce qu'il dit, c'est qu'il faut vraiment accumuler le plus d'observations pour essayer d'élaborer la théorie qui soit la plus correcte possible en fonction des observations. Donc c'est ce que nous allons voir ici avec plusieurs exemples. Donc on va regarder, on va s'intéresser à l'échelle moléculaire, petit à petit on va aller à l'échelle des individus, et ensuite dans une partie suivante on va s'intéresser à l'échelle des écosystèmes. Donc déjà si on regarde une cellule, donc là je vous ai mis une cellule humaine en culture, avec à l'intérieur du noyau son ADN. On sait qu'à partir de cet ADN vont être produites des protéines, et ces protéines sont produites à partir d'une molécule intermédiaire qui sont les ARN messagers. Donc pour produire une protéine, la cellule va d'abord produire cet ARN messager, qui ensuite va être lu par les ribosomes, ces petits points noirs, pour former les protéines. Et donc, à votre avis, quelle est la molécule la plus grosse ? L'ARN messager ou la protéine qui va être codée par cet ARN messager? Si je vous pose la question, c'est qu'il y a un piège. En fait, cet ARN messager, il est bien plus gros que la protéine qu'il code. Il est environ 10 fois plus gros. Donc là, vous avez un exemple d'une protéine, la myoglobine, qu'on trouve dans les muscles. Elle a cette taille. Et pour la cellule, pour produire cette protéine, elle va d'abord produire ce long ARN messager qui va ensuite être lu. Donc sur cet ARN, il y a des nucléotides, d'accord ? Donc à 3 nucléotides correspond un acide aminé, et un nucléotide est à peu près 3 fois plus gros qu'un acide aminé. Donc il y a déjà un rapport 9 si on regarde juste la séquence codante. Et dans un ARN messager, il y a aussi une région non codante au tout début, dans la partie 5' et aussi dans la partie 3'. Il peut aussi y avoir des introns, donc c'est pour ça que ces ARN messagers sont environ 10 fois plus gros ou même un peu plus que les protéines qui vont être produites à partir de ces ARN messagers. Donc on peut se dire que ce n'est pas un système optimal. D'accord ? Donc cet ARN il a une séquence très proche de la séquence d'ADN, d'accord ? Et il va être aussi utilisé pour produire en général plusieurs centaines de protéines. Donc à partir d'une molécule d'ARN messager, plusieurs centaines de molécules de protéines vont être produites. Donc on peut se dire que, ok, il est plus gros, mais en même temps il va permettre la synthèse d'énormément de protéines. Mais bon, voilà, en fait, on peut essayer de trouver des raisons à ces très gros ARN qui sont produits, d'accord, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils sont produits, c'est comme ça, et c'est pas forcément... peut-être qu'il y aurait des systèmes qui seraient plus économiques, qui auraient pu être créés, mais il se trouve que l'évolution s'est faite telle qu'elle s'est faite, et on est arrivé à ça aujourd'hui.
Alors maintenant, si on s'intéresse à une échelle un peu plus grande, on va regarder ce qui se passe sur des grains des épis de maïs, où vous voyez des grains ici de différentes couleurs. Donc ces différentes colorations des grains de maïs ont fasciné Barbara McClintock, qui les a étudiés dans les années 40 et 50. Et donc vous voyez ici un agrandissement. Et donc vous voyez qu'on trouve différents types de grains. Donc des grains qui sont totalement jaunes, d'autres qui sont totalement noirs, et d'autres qui présentent des patchs de zones jaunes et de zones noires. Et à partir de ces analyses, elle en a déduit que dans l'ADN, on avait chez ces maïs un gène qui va coder une enzyme qui va permettre la formation de ce pigment, et que dans ce gène, il y a un fragment d'ADN qui est inséré, qui fait que ce gène est inactif, ce qui fait qu'on a des graines qui sont jaunes. Et au cours du développement de ces épis, de temps en temps, ce fragment d'ADN peut s'exciser et sortir et aller s'intégrer ailleurs sur un autre chromosome ou une autre position dans le même chromosome. Et une fois qu'il est retiré, du coup, le gène devient actif et permet la synthèse de pigments. Donc si jamais l'excision de ce fragment d'ADN se fait dans la lignée germinale avant la formation du grain, on va avoir un grain qui est totalement noir. Et si l'excision se fait au cours du développement du grain, on va avoir des petits patchs de cellules dans lesquels l'ADN a été excisé qui forment des pigments, et d'autres patchs où là l'ADN n'a pas été excisé qui ne forment pas de pigments. Et donc à partir de ces analyses relativement simples, elle en a déduit que dans les génomes, on avait des fragments d'ADN qui sautaient d'une région à une autre et qu'elle a appelés les éléments transposables. Et donc elle a aussi analysé ces séquences, ces chromosomes au microscope. Donc vous voyez ici une des images qu'elle a publiées. Et en faisant des marquages, elle voyait ici qu'on avait un fragment ici d'ADN qui était coupé. Et les ADN en fait se collent l'un à l'autre quand ils ont la même séquence. Et donc là, à partir de là, elle disait voilà, ce fragment d'ADN ici s'est retiré. Il a une longueur qui va de là à là. Et là, par contre, l'autre chromosome, lui, a toujours ce fragment d'ADN. Donc vous voyez qu'elle en déduisait des choses assez sophistiquées à partir d'observations qui étaient relativement simples, des colorations sur des épis de maïs ou des marquages de chromosomes tels que celui-ci. Et ces travaux étaient mal reconnus. Et donc ici, je vous ai mis une lettre qu'elle a écrite à un de ses collaborateurs qui voulait l'inviter à une conférence. Et dans cette lettre, elle explique qu'elle a arrêté de publier des rapports détaillés il y a longtemps quand elle a réalisé à quel point les autres chercheurs présentaient un désintérêt et un manque de confiance dans les conclusions qu'elle faisait à partir de ses études. Et donc au lieu de publier, elle a préféré essayer d'assembler le plus d'observations possible et d'essayer de vraiment appuyer ses résultats et de montrer à quel point ils étaient vrais. Donc cette lettre, elle a été écrite en 1973, mais 10 ans plus tard, elle aura le prix Nobel. Donc ses travaux seront extrêmement reconnus et les chercheurs s'apercevront que ce qu'elle a trouvé pour le maïs s'applique aussi pour tous les êtres vivants et que ce n'est pas quelque chose de particulier au maïs, ça s'applique aux autres. Et donc donc je vous montre cet exemple-là pour vous dire que l'ADN, c'était conçu comme une molécule qui est vraiment très stable, qui permet au matériel génétique de se transférer d'une cellule à une autre, d'une génération à une autre. Et donc ça allait à l'encontre de l'opinion générale d'imaginer que des fragments d'ADN pouvaient sauter et que ces molécules d'ADN n'étaient pas aussi stables. Donc ça a été difficile d'accepter cette idée. Et je dois dire que moi-même, pendant longtemps, j'ai pensé que ces ADN sauteurs, c'était une exception. C'était quelque chose que certaines personnes étudiaient, mais que ce n'était pas très important. Et c'est vraiment dans ces dernières années, je dirais ces 5 dernières années, que je me suis vraiment rendu compte à quel point c'était important. Donc avec Arnaud Martin et David Stern, on a développé une base de données qui s'appelle GFEBase, dans laquelle on répertorie l'ensemble des mutations qui ont été identifiées par l'ensemble de la communauté scientifique, qui sont associées à des changements de morphologie, de physiologie ou de comportement chez les animaux et chez les plantes, et qui sont des changements qui ne sont pas associés à des maladies. Et donc le but ici, c'est d'accumuler toutes ces données et d'essayer de voir si on peut en déduire des choses générales sur l'évolution.
Et aujourd'hui, donc, cette base de données contient plus de 2500 mutations identifiées chez les animaux et les plantes, par exemple chez les tomates, chez les papillons de nuit, les chiens, etc. Et dans cette base de données, on trouve que plus de 5% de ces mutations sont liées à ces éléments transposables qui sont capables de sauter d'une région du génome à une autre. Et par exemple, pour ces papillons, on sait maintenant que c'est lié à un élément transposable qui fait que les papillons sont noirs alors que normalement ils étaient tachetés. Donc il y a énormément de cas comme ça. Donc finalement, c'est quelque chose qui est très général et très important. Donc maintenant, je voudrais vous montrer d'autres cas sur la mouche Drosophila melanogaster. Donc cette mouche, c'est la mouche que nous étudions, nous, au laboratoire. Et donc on a des mâles et des femelles qui vont s'accoupler. La femelle va pondre un œuf, et 10 jours plus tard, cet œuf donne de nouveaux adultes et une nouvelle femelle qui va elle-même pondre un œuf. Donc on a un cycle de vie qui est très rapide. Et au cours de ma thèse, je me suis intéressée à la formation de certains organes sensoriels sur la larve, donc dans la région ventrale de la larve. Et donc dans cette région, on trouve 5 organes sensoriels différents. Chacun de ces organes sensoriels est constitué de 4 cellules différentes, un neurone et 3 cellules accessoires. Et nous nous sommes demandé comment ces différentes cellules sont formées au cours du développement. On savait quand nous avons commencé qu'il y avait une seule cellule qui allait générer les 4 cellules de l'organe sensoriel, mais on ne savait pas quelles étaient exactement ces divisions qui allaient s'effectuer pour donner ces 4 cellules. Donc on a analysé ces animaux au cours du développement en utilisant des marquages qui nous permettent de repérer les différentes cellules au cours du temps. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que la cellule mère ne donnait pas seulement les 4 cellules de l'organe sensoriel, mais aussi une 5e cellule qui migre un peu plus loin et qui se différencie en un autre neurone qui va avoir une fonction sensorielle totalement indépendante du premier organe sensoriel. Donc finalement, on a une cellule mère qui va donner 2 organes sensoriels qui sont totalement indépendants dans la larve à la fin. Et ensuite, on s'est intéressé à d'autres neurones qui étaient tout seuls dans la larve, qui n'étaient pas proches d'un organe sensoriel constitué de 4 cellules. Et cette fois-ci, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une cellule mère qui se divisait 2 fois et que 2 des cellules mouraient par mort cellulaire programmée et qu'à la fin, du coup, on avait seulement une seule cellule. Donc là aussi, on a un cas qui n'est pas optimisé, où pour produire une cellule, l'organisme va produire 3 cellules, puis 2 vont mourir, et à la fin, on n'en a qu'une seule qui reste. Mais finalement, ces résultats s'expliquent très bien quand on prend en compte l'évolution, et on s'est rendu compte en étudiant d'autres organes sensoriels, donc pas seulement les 2 que je vous ai montrés, mais d'autres, qu'il y avait un module de base avec toute une série de divisions cellulaires de base qui est en général observée lors de la formation de différents types d'organes sensoriels. Et finalement, ce que l'évolution a fait, c'est modifier ce module de base pour former différents types d'organes sensoriels. Et donc, une modification qui a été faite, c'était d'induire la mort cellulaire de certaines de ces cellules dans ce module, qui fait qu'à la fin, on n'a qu'un neurone produit et non pas 4 cellules d'un organe sensoriel plus un autre neurone. Donc ça, c'est vraiment un exemple pour moi important de bricolage de l'évolution, où en prenant en compte ces mécanismes de l'évolution, on arrive à comprendre comment des phénomènes qui ne sont pas parcimonieux, des phénomènes assez complexes sont présents aujourd'hui dans le monde vivant. Je voudrais vous montrer un autre exemple aussi, cette fois-ci qui concerne l'anatomie du mâle adulte. Donc si on regarde, là il y a un problème avec l'image ici, donc l'extrémité du mâle ici, donc vous voyez ici les différentes parties génitales, et ces organes génitaux externes se forment au cours de la métamorphose, ici dans la pupe, ici, et aujourd'hui donc on peut utiliser des marqueurs fluorescents pour regarder in vivo comment ces organes génitaux externes se forment au cours du développement. Et donc c'est ce qui a été fait ici dans cette étude de 2010. Donc les chercheurs ont pris des animaux en métamorphose, ont retiré le dessus de la caisse pupale et ensuite ont observé le développement de ces organes. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une rotation de toute la structure génitale externe
de 360 degrés. Donc finalement, à la fin, ça revient à l'état normal. Donc on peut se dire, ça ne sert à rien. Bah oui, peut-être ça ne sert à rien, mais en tout cas, ça se passe comme ça. Donc je voudrais vous montrer un film qui avait été publié à l'époque. Voilà. Donc là, ce film-là, c'est en regardant le dessus de la pupe au cours du temps. Chaque image a été prise toutes les 15 minutes. Et donc là, ce sont des animaux dans lesquels on a exprimé 2 protéines fluorescentes, une protéine verte, ici à l'extérieur, et une protéine rouge. Et donc là, vous voyez une rotation qui se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc il y a une rotation totale qui dure environ 15 heures et qui fait 360 degrés. Donc comment expliquer cette rotation ? Encore une fois, ici, on la comprend mieux quand on regarde l'évolution. Donc chez les mouches Drosophila melanogaster, le mâle copule en se mettant au-dessus de la femelle. Et par contre, si on regarde les moustiques, la copulation se fait avec le mâle et la femelle de part et d'autre, avec la tête du mâle qui regarde d'un côté, la tête de la femelle de l'autre côté. Et donc si on regarde cette copulation chez les moustiques, vous voyez ici que la partie gauche rouge de la femelle est en contact avec la partie droite grise du mâle. Et au cours de l'évolution, on pense qu'il y a eu un changement dans la position de la copulation, ce qui fait qu'aujourd'hui, chez la plupart des mouches, le mâle est au-dessus de la femelle. Et donc vous voyez que dans ce cas-là, quand le mâle va être au-dessus de la femelle, la partie gauche du mâle rouge, elle va être en contact cette fois-ci avec la partie gauche noire de la femelle. Donc si on imagine qu'au cours de l'évolution, le contact entre la partie gauche et la partie droite ont été conservés, la meilleure façon d'obtenir ça, c'est qu'il y ait une rotation de 180 degrés entre les moustiques et la mouche. Et effectivement, donc cette rotation qu'on trouve de 360 degrés chez les drosophiles, c'est une rotation qui s'effectue en 2 étapes. Il y a un tissu qui migre de 180 degrés par rapport à un autre, et l'autre aussi migre de 180 degrés. En fait, c'est 2 rotations imbriquées les unes dans les autres qui font qu'au total, les parties génitales du centre vont tourner de 360. Et donc finalement, ce qu'on pense aussi, c'est que chez les moustiques, eux, ils ont une rotation de 180 degrés. C'est que cette rotation est apparue quand il y a eu un changement dans la position de copulation où auparavant, on pense qu'on avait la femelle qui était au-dessus et le mâle qui venait par en dessous pour transférer le sperme. Et du coup, au cours de l'évolution, on aurait eu d'abord évolution vers une rotation de 180 degrés. Ensuite, un changement dans la position de l'accouplement qui a été associé avec un retour à l'état ancestral. Et au lieu de perdre la rotation, il y a eu plutôt un ajout d'une autre rotation de 180 qui fait qu'aujourd'hui, on a une rotation de 360 degrés. Voilà, donc tout ce que je vous explique là, ce sont des modèles. D'accord ? On n'est pas sûr, parce qu'aujourd'hui, on a les espèces actuelles. On essaye de reconstituer ce qui s'est passé au cours de l'évolution. On voit qu'il y a eu des changements dans la position de la copulation. On voit qu'il y a eu des changements au niveau de la rotation des parties génitales. Et après, voilà, on essaye d'utiliser toutes ces données pour établir le modèle le plus valide, pour essayer de comprendre toutes ces observations. Alors, si on revient à Francis Crick, donc lui, il parlait surtout du principe de parcimonie en référence à son étude sur les ARN messagers. Donc il a beaucoup travaillé pour essayer de trouver quels étaient ces ARN qui sont les intermédiaires entre l'ADN et les protéines. Et quand il étudiait la composition des cellules, il voyait que les ARN principaux qu'on pouvait détecter dans les cellules, qui étaient en quantité les plus importantes, c'était des ARN ribosomiques. En fait, les ARN qui font partie des ribosomes. Et donc, les hypothèses qu'il avait avec ses collègues au début, c'était que ces ARN intermédiaires, c'était les ARN ribosomiques. Et donc, il dit, qui aurait eu l'audace de dire que l'ARN ribosomique que nous avons vu là n'était pas le messager, mais que le messager était un autre type d'ARN. Parce que finalement, les ARN messagers, donc ceux qu'on connaît et que je vous ai montré tout à l'heure, ils sont en quantité moins importante dans les cellules, ils sont généralement dégradés assez vite, et donc finalement, ce n'était pas aussi intuitif que ça de penser que c'était ceux-là qui étaient responsables. Et lui, donc, il disait, pourtant, nous étions parfaitement conscients que quelque chose n'allait pas et que nous cherchions continuellement à savoir ce que c'était. C'est cette insatisfaction à l'égard de nos idées qui nous a permis de repérer l'erreur. Si nous n'avions pas été aussi consciencieux en nous attardant sur ces contradictions,
nous n'aurions jamais vu la réponse. Et donc voilà, il dit, bah voilà, d'autres l'auraient sûrement trouvé, d'accord, mais eux, en tout cas, ne seraient pas tombés dessus. Donc pour dire que, voilà, en général, quand on étudie le monde vivant, c'est important d'essayer de toujours voir si toutes nos observations collent avec notre modèle. Et si on a des observations qui ne collent pas, essayer de les étudier plus en détail pour essayer de voir si on ne peut pas améliorer notre modèle. Et donc une métaphore pour regarder ça, c'est si jamais on étudie la lettre A, de loin on a l'impression qu'on a la lettre A et tout va bien. Mais après on voit que là il y a quelque chose qui dépasse un petit peu, donc on va essayer d'étudier ce petit morceau qui dépasse. Et en l'étudiant, voilà, on va voir qu'il y a un nouveau caractère, et puis en regardant bien, on voit il n'y a pas que des A, là il y a des accents ou il y a un V, voilà. Et donc c'est important d'essayer d'analyser vraiment en détail les éléments du vivant, que ce soit à l'échelle moléculaire, cellulaire, de l'organisme ou des écosystèmes, parce que souvent on va trouver des choses qui ne collent pas et qui permettent d'avoir des explications qui sont encore meilleures de ce que l'on observe. Donc maintenant, je vais vous montrer d'autres cas justement sur ces explications qui ne sont pas toujours simples. Donc le premier cas qu'on va regarder, porte sur les oiseaux. Donc à gauche, vous avez la photo d'un rouge-gorge familier et à droite, un rouge queue noire. Donc ces deux oiseaux ont des parties rouges, donc dans l'un au niveau de la gorge, l'autre au niveau de la queue. Et morphologiquement, donc, ils se ressemblent légèrement. Et ce qui a marqué certaines personnes, c'est que le rouge-gorge est présent en Europe d'octobre à mars, puis ensuite, pendant sa période de reproduction, il est discret, on ne le voit pas et on ne l'entend pas, alors que le rouge-queue, lui, est présent à l'opposé à partir de mars et jusqu'au mois d'août. Donc on a l'impression qu'on on a une transition entre le rouge-gorge qu'on observe en hiver et ensuite le rouge-queue à partir du mois de mars. Et donc ces observations ont conduit Aristote à dire que le rouge-gorge et le rouge-queue se transforment l'un dans l'autre. Le premier est un oiseau d'hiver, le second un oiseau d'été, et la différence entre eux se limite pratiquement à la coloration de leur plumage. Ces oiseaux ne diffèrent également l'un de l'autre que par la couleur et la note, que ces oiseaux, deux en nom, n'en sont qu'un, en réalité, est prouvé par le fait qu'à l'époque où le changement est en cours, chacun a été vu avec le changement encore incomplet. Bon, ça, je ne sais pas comment ils ont pu observer ça, mais bon, voilà. Donc, en tout cas, à partir des observations qui étaient faites, on avait cette idée que l'un se transformait en l'autre. Et voilà, en fait, finalement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le rouge-queue migre, et c'est pour ça qu'on ne l'observe pas tout au cours de tous les mois de l'année. Et il fallait prendre en compte cette migration des oiseaux pour comprendre ce qui s'observait. On a aussi le cas des hirondelles qui est intéressant. Il y avait cette idée qu'en hiver, donc on ne voit plus les hirondelles, et que ces hirondelles hibernaient, un peu comme les ours ou les marmottes, et qu'elles hibernaient dans l'eau. Et que certaines personnes pensaient, donc comme on voit dans cette gravure ici, que si les pêcheurs ici pouvaient l'hiver collecter des poissons, et avec les poissons on trouvait des hirondelles qui étaient proches, stockées un peu comme des sardines, et que c'était leur façon de passer l'hiver. Et donc cette gravure, on la retrouve dans une œuvre de l'archevêque suédois Olaus Magnus qui date de 1555. Qui relate l'histoire de la nature des peuples du Nord. Donc c'est quelque chose une idée qui a perduré relativement longtemps. Et Buffon, dans un de ses écrits, consacre plusieurs pages à montrer que cette idée que les hirondelles hibernent est fausse. Donc en fait, cette idée que les hirondelles hibernent, on pense qu'elle est liée au fait que juste avant de migrer, les hirondelles se rassemblaient généralement dans les marais. Donc il y avait énormément d'hirondelles qu'on pouvait observer dans les marais. Et le matin, quand on revenait, elles avaient toutes disparu. Et on en trouvait quelques-unes qui pouvaient être mortes dans des zones marécageuses. Et en fait, les hirondelles, elles commencent leur envol avant la levée du jour. Et en fait, elles partaient avant que le jour se lève. Et c'est pour ça qu'il y avait cette surprise de voir qu'elles étaient là le soir et le matin, tout avait disparu. Et donc, de nombreuses personnes pensaient qu'elles pouvaient hiberner. Donc Buffon, lui, explique bien qu'en général, les animaux qui vont hiberner, ils stockent énormément de graisse avant le processus. Et chez les hirondelles, on ne le voit pas.
En plus, comment les hirondelles pourraient survivre sous l'eau alors qu'elles n'ont pas du tout de système respiratoire leur permettant de vivre sous l'eau. Voilà. Donc sur plusieurs pages, il explique que non, cette théorie est fausse et que les hirondelles migrent. Et c'est cette explication, cette migration des oiseaux qui permet d'expliquer pourquoi on ne les retrouve pas en hiver. Donc aujourd'hui, pour la migration des oiseaux, on a différents systèmes pour les étudier. Donc les systèmes prédominants, enfin qui ont prédominé pendant longtemps, ce sont les marquages par bagage des oiseaux. Donc aujourd'hui en France, il y a environ 600 personnes qui sont autorisées pour baguer les oiseaux. Et on a un site développé par le CRBPO, au Muséum d'histoire naturelle, sur lequel on peut trouver différentes espèces d'oiseaux pour lesquels il y a des bagages, et on voit les points où l'individu a été bagué et ensuite l'endroit où on l'a retrouvé. Donc grâce à cette méthode, cela permet de savoir où, relativement précisément où un oiseau était à un endroit et combien de temps il a mis pour aller à un autre endroit, mais par contre on ne sait pas ce qui s'est passé entre ces deux endroits-là. Il y a énormément d'animaux qu'on ne retrouve pas, il n'y a que pourcentage d'animaux bagués qui vont être retrouvés. Donc ce sont des approches qui ont donné beaucoup d'informations, mais qui aujourd'hui sont remplacées par des GPS. Donc on dépose des balises, on attache des balises à des oiseaux, et ensuite cela va permettre de suivre le trajet de ces oiseaux en temps réel. Donc au départ, ces GPS faisaient plusieurs dizaines de grammes, et donc on les utilisait sur des gros oiseaux, par exemple des aigles ou des cygnes noirs. Et par exemple ici dans cette étude sur les cygnes noirs, 4 animaux ont été tagués avec un GPS, et ensuite ils ont été suivis. Et ce qui est intéressant, ce sont 4 frères et sœurs, et on a vu qu'ensuite ils ne suivaient pas du tout le même trajet. Donc ça a permis de montrer que ces oiseaux ne restent pas en famille, et au moment de la migration, ils vont chacun aller dans des régions différentes, ils ne suivent pas leurs congénères. Aujourd'hui, on a des systèmes beaucoup plus petits, même plus petits qu'une pièce de 1 euro, et du coup cela permet de suivre des animaux bien plus petits. Et parmi les records de migration, on a les sternes arctiques qui en une année vont du pôle Nord au pôle Sud, puis reviennent. Et donc on a un vol vers le Sud qui s'effectue en 80 jours environ, qui leur permet d'effectuer 23 000 km, puis ensuite un vol vers le Nord en 50 jours pour refaire le trajet dans l'autre sens. Et donc maintenant, aujourd'hui, grâce à ces données, grâce à ces GPS et grâce à ces balises, on a des meilleures connaissances de toutes ces migrations qui ont lieu, et certaines étaient difficilement imaginables par notre esprit. Un autre exemple qui a pris du temps à être pris en compte, c'est la théorie de l'évolution. Donc, cette théorie de l'évolution, elle a été développée par Darwin et Wallace, comme je vais vous le montrer un peu plus tard. Et donc, elle permet d'expliquer la diversité que l'on observe dans le monde vivant. Et cette nouvelle explication par rapport aux explications précédentes, elle implique plus de déchets, je dirais. Donc, auparavant, on avait la théorie telle que Lamarck le pensait, où on peut avoir évolution de traits de caractère dans les populations, mais cette évolution, elle va se faire progressivement, et elle va être liée au fait que les individus changent en fonction de leur environnement, et que ce changement va être transféré à la génération suivante. Donc, par exemple, ici, chez les cerfs se battent avec leur bois, et comme ça, au fur et à mesure du temps, on a la taille des bois chez les cerfs qui va augmenter. Avec la théorie de l'évolution proposée par Darwin et Wallace, ici, on a beaucoup plus de variations dans les traits de caractère. Donc, dans la population, on va avoir des individus qui ont des bois courts, d'autres qui ont des bois longs et des bois encore plus longs. On va avoir cette compétition qui va avoir lieu, et de nombreux individus ne vont pas survivre et ne vont pas donner de descendants. Et donc, au fur et à mesure du temps, on va avoir aussi une augmentation de la taille des bois, mais cette augmentation de la taille des bois, elle s'effectue du fait qu'il y ait énormément de variations qui est créée, et en parallèle de ça, il y a énormément de variations qui est éliminée. Donc, donc ça veut dire qu'il y a énormément de déchets dans l'évolution, énormément d'essais de l'évolution qui vont être éliminés, et seulement certains vont perdurer. Donc c'est une théorie qui implique des explications un petit peu plus complexes que les théories précédentes. Un autre exemple chez les moustiques,
Donc si on a une population de moustiques sur laquelle on va épandre un insecticide, seuls les moustiques qui sont résistants à cet insecticide vont survivre. Voilà, donc ici 3 moustiques, et ceux-là vont se reproduire entre eux, et donc on va ainsi obtenir une population résistante. Donc avec cette théorie de l'évolution, vous voyez que sur une énorme population, il n'y en a que certains qui survivent, les autres meurent, et c'est ainsi qu'on explique l'évolution d'une résistance. Et cette théorie de l'évolution, elle montre également que les individus résistants sont présents avant l'épandage de l'insecticide. Ils existaient déjà avant. Et ça, c'est quelque chose aussi qui n'est pas intuitif. Nous, on essaye toujours de réduire le nombre de paramètres, d'imaginer une cause, on a une conséquence. Tout de suite, on va à cause-conséquence. En fait, là, pour avoir la conséquence, il faut penser qu'il y a eu quelque chose avant la cause, donc avant l'insecticide. Il y avait déjà la variation qui existait sur certains individus qui sont résistants ou pas. Cette variation est aléatoire, elle n'est pas liée au fait que l'insecticide existe ou n'existe pas, d'accord ? Et parmi cette variation, certains vont survivre du fait de l'insecticide. Donc l'insecticide, c'est un événement qui arrive après la variation. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif. Donc cette théorie de l'évolution, elle a été développée en parallèle par Charles Darwin et Alfred Wallace, et on peut se demander ce qui fait que les deux sont arrivés à cette théorie en même temps. Donc on ne saura jamais exactement, mais pour moi, une des raisons, c'est que les deux ont fait énormément de voyages, ont essayé de comprendre la répartition des différentes espèces dans différents endroits du monde, et que c'est vraiment en essayant de voir autre chose, en étudiant d'autres écosystèmes, que cela leur a permis de se poser des questions que d'autres ne se posaient pas. Donc Darwin, lui, a effectué un voyage de 5 ans sur le Beagle, où il a fait vraiment le tour du monde. Donc il est passé par les Galapagos ici, et ensuite il est revenu en Angleterre. Et Alfred Wallace, donc lui, a lu les écrits de Darwin où il racontait ses voyages, et d'autres naturalistes aussi. Et donc il a décidé de partir au Brésil. Donc il est allé pendant plusieurs années au Brésil. Donc c'était des voyages qui étaient dangereux à l'époque, d'accord. Donc le frère de Wallace l'a rejoint, et sur le chemin du retour, il est décédé. Donc c'était vraiment des aventures. Et donc Wallace, lui, avait beaucoup moins d'argent que Darwin. Donc une fois qu'il est revenu au Royaume-Uni, il a décidé de repartir, et cette fois-ci d'aller en Indonésie et en Malaisie pour essayer de collecter des nouveaux échantillons, de les revendre, et grâce à ces ventes, de gagner de l'argent. Et donc il a passé aussi plusieurs années en Indonésie et en Malaisie. Et donc il a écrit, donc dans ses écrits, on voit qu'il s'intéressait à essayer de vraiment comprendre les observations qu'il faisait lors de ses voyages. Et donc par exemple, il s'intéressait à ce que l'on appelle aujourd'hui la biogéographie. Comment expliquer que certaines espèces vivent à certains endroits et pas à d'autres. Et donc il a écrit que des lieux distants de moins de 50 ou 100 000 abritent souvent des espèces d'insectes et d'oiseaux différentes. Il doit y avoir une frontière qui détermine l'aire de répartition de chaque espèce, une ligne marquée par une spécificité particulière qu'aucune ne franchit. Donc vous voyez que pour se poser ce genre de questions, il faut voyager. Si quelqu'un qui reste toujours dans la même région ne voit toujours qu'un groupe d'espèces et ne va pas essayer d'imaginer pourquoi on voit ces espèces à un endroit et pas à un autre. Et donc il écrit aussi « Tous les ouvrages d'histoire naturelle regorgent de détails sur la merveilleuse adaptation des animaux à leur nourriture, à leurs mœurs, au milieu dans lequel ils vivent. Mais les naturalistes commencent à regarder au-delà et à penser qu'il doit exister un autre principe qui contrôle les formes infiniment variées de la vie animale. » Donc il ne faut pas seulement se poser des questions, mais aussi imaginer qu'il y a des explications à ces questions. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important en biologie. Peut-être que même la chose la première, la plus importante, c'est trouver les questions auxquelles on veut répondre. Et rien que ça, c'est parfois difficile. Et imaginer qu'on peut trouver des explications à ces phénomènes, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, en 1858, Charles Darwin prend connaissance des travaux d'Alfred Wallace. Et Charles Darwin a travaillé sur sa théorie pendant plus de 20 ans, mais lui-même n'a rien écrit. Et donc ça va le pousser à écrire L'origine des espèces. Donc en 1 an, il va écrire ce livre qui est vraiment remarquable. Et donc vous pouvez aujourd'hui le trouver en format poche. Et vraiment, je vous conseille ce livre si vous ne l'avez jamais lu. Enfin, pour moi, c'est vraiment le meilleur livre en biologie. Donc dans ce livre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il analyse différentes observations qu'il a faites
pendant ses voyages, mais aussi une fois qu'il est retourné en Angleterre, où il a fait des expériences, par exemple, chez les pigeons, où il a sélectionné des traits de caractère, il a vu qu'ils se transmettaient à la génération suivante. Donc il arrive à vraiment analyser énormément d'observations qu'il a faites, même des observations sur son chien, enfin vraiment sur différentes choses, donc des observations que nous-mêmes nous aurions pu faire, hein. Parfois c'est vraiment très simple. Et il arrive à combiner toutes ces observations pour en déduire une théorie très générale qui explique la diversité du monde vivant. Donc pour moi c'est vraiment une façon de faire de la biologie qui est très particulière, qui, je pense, n'existait pas avant, d'essayer de vraiment analyser plein d'observations différentes dans des domaines différents et d'essayer de combiner tout ça pour établir une théorie générale. Donc Alfred Wallace était toujours en voyage quand L'origine des espèces a été publiée, donc il l'a reçu par la poste, et il a écrit ensuite « Je n'aurais jamais pu approcher la perfection de cet ouvrage, sa vaste accumulation de preuves, sa puissante argumentation, son ton et son esprit admirables. Je suis heureux de ne pas avoir eu la charge de livrer la théorie au monde entier. » Donc lui-même avait été arrivé à la même chose, mais vous voyez qu'il reste très humble et souligne aussi à quel point le livre de Darwin est particulier. Voilà, donc la théorie de l'évolution, voilà, c'était un exemple. Donc maintenant, on va s'intéresser à deux autres exemples sur des écosystèmes. Donc on va zoomer ici sur la Terre, on va aller en Californie et on va regarder un écosystème marin. On va s'intéresser au rôle des loutres de mer et on va aussi s'intéresser à un écosystème terrestre dans certaines îles, les Channel Islands, et on va essayer de voir pourquoi les renards insulaires disparaissent. Et donc on va voir ici dans ces deux cas que les explications les plus simples ne sont pas forcément les meilleures. Donc, dans le cas des écosystèmes de cette loutre de mer, ce sont donc des forêts de varech, qu'on appelle aussi forêts de kelp. Donc, ce sont ces longues algues que l'on trouve. Et donc, on a ici des écosystèmes particuliers où on trouve énormément de poissons, d'espèces de poissons différentes, des très longues algues. Et donc, ce sont des zones où les pêcheurs vont pouvoir trouver énormément de poissons différents. Et donc on trouve dans ces écosystèmes les loutres de mer ici, on trouve différents poissons, on trouve des anémones, on trouve des étoiles de mer, on trouve des abalone, des oursins, des moules. Et donc tous les producteurs primaires, donc ce sont les algues, qui ensuite vont être mangées par différents brouteurs, comme par exemple les oursins ou les abalones. Et ensuite, on a donc tout cet écosystème présent. Et différents pêcheurs souhaitaient qu'on élimine les loutres de mer en disant que les loutres de mer empêchent qu'il y ait autant de poissons, empêchent qu'il y ait des abalones et des oursins. Et donc le mieux, ce serait vraiment d'éliminer ces loutres de mer. Mais on avait d'autres personnes qui disaient non, il faut maintenir ces loutres de mer dans ces écosystèmes. Ces loutres sont extrêmement importantes. Et en fait, on s'est rendu compte que effectivement, ces loutres sont extrêmement importantes. Dans les zones sans loutres de mer, on a ce qu'on appelle des déserts d'oursins, on a très peu d'algues, et on a surtout une prolifération d'oursins que vous voyez ici ou sur cette photo, alors que dans les zones où sont les loutres de mer, on a cet écosystème beaucoup plus riche avec un plus grand nombre d'espèces. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a différentes îles et différentes régions de la côte en Californie et en Alaska, où on a des zones où on trouve la loutre de mer et des zones où on ne la trouve pas, parce qu'il y a eu un intense commerce des fourrures de loutre au XVIIIe et au XIXe siècle, ce qui fait que la loutre a totalement disparu dans certaines régions. Après, il y a eu différentes réglementations qui ont été mises en place pour les protéger. Et donc, on a certaines zones où on trouve les loutres de mer, d'autres où on ne les trouve pas. Et du coup, cela permet de comparer les écosystèmes pour essayer de voir quelle est la différence entre la présence ou l'absence de ces loutres de mer. Et donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'elles étaient vraiment un pilier important de cet écosystème. Donc, si on reprend cette image ici, en fait, les loutres, elles mangent les abalones ou les oursins. Et donc, elles permettent de limiter la population d'oursins en nombre d'individus. Et quand ces loutres sont éliminées, les oursins prolifèrent et ils vont brouter la plupart des algues. Et à la fin, il y a très peu d'algues qui restent dans cet écosystème. Et du coup, toutes les autres espèces aussi ne peuvent pas perdurer. Donc, on a vraiment ici un système où la loutre est essentielle pour maintenir une grande diversité d'espèces.
Et donc plusieurs articles se sont intéressés à ce cas pour essayer de voir les différences entre l'écosystème avec la présence de la loutre de mer ou en absence de loutre de mer. Et ici, dans cette étude qui date de 2012, ils ont calculé que quand la loutre de mer est présente, dans ces écosystèmes, on va avoir un stockage de carbone qui va être très important sous forme de matière organique, alors que quand la loutre est absente, on a surtout des oursins, très peu d'algues, et du coup, c'est beaucoup moins un piège à carbone en absence de la loutre de mer. Il y a eu aussi une étude récente en 2020, où là, ils se sont intéressés à l'effet des loutres de mer au niveau de l'économie en millions de dollars. Donc si on regarde les prises directes des pêcheurs qui concernent les palourdes, les oursins ou les crabes qui sont mangés par les loutres de mer, effectivement, en présence des loutres de mer, cette valeur diminue, il y a moins de prises de palourdes, d'oursins et de crabes. Mais par contre, il y a une augmentation de la valeur annuelle de ces écosystèmes quand on considère les poissons présents dans ces écosystèmes. Donc finalement, si on regarde l'ensemble des prises, c'est bénéfique d'avoir des loutres. De plus, il y a un gain sur la capture du carbone et on a aussi un gain extrêmement important du point de vue du tourisme avec des bateaux qui vont venir pour regarder ces écosystèmes avec une grande diversité d'espèces de poissons qu'on peut regarder pour que les gens puissent aussi plonger. Donc globalement, dans ce cas, on a un cas où on avait ces deux idées qui étaient en compétition, que les loutres de mer étaient négatives parce que du fait qu'elles étaient des prédateurs des oursins et d'autres organismes, c'était mieux de les éliminer. Et finalement, comme elles font partie d'un écosystème complexe, on se rend compte qu'en fait non, il faut les garder dans ces écosystèmes si on veut avoir une richesse de poissons. Donc maintenant, on va voir un autre cas qui concerne les renards insulaires que l'on retrouve dans certaines îles en Californie, au large de la Californie, donc les Channel Islands. Donc sur ces îles, on trouve un renard insulaire qui est une sous-espèce de renard, une sous-espèce protégée. Sur chaque île, on a une sous-espèce particulière. Et dans les années 90, les chercheurs ont commencé à s'inquiéter parce qu'ils ont vu que la taille des populations de renards insulaires dans les différentes îles était en train de chuter drastiquement. Donc vous voyez ici des chutes de 1400 individus à moins de 200 individus à la fin des années 90. Et donc les chercheurs se sont intéressés à ces cas et ont essayé de voir pourquoi on avait une chute du nombre de renards insulaires. Une des premières hypothèses qui a été avancée, c'était qu'il y avait en parallèle de la diminution du nombre de renards une augmentation du nombre de moufettes tachetées. Et donc peut-être que l'introduction de ces moufettes tachetées pouvait créer une compétition entre les renards et les moufettes. Mais en analysant plus précisément comment ces moufettes sont dans l'écosystème, les chercheurs se sont rendus compte que le renard se place nettement au-dessus de la moufette quand on regarde la compétition pour la nourriture. Donc les deux mangent essentiellement des souris, mais le renard est beaucoup plus actif et plus compétitif que la moufette. Donc ça ne permettait pas d'expliquer la chute des renards. Ensuite, ils se sont demandé s'il n'y avait pas une maladie. Donc ils ont étudié s'il n'y avait pas des maladies virales ou bactériennes chez ces renards. Ils n'en ont pas trouvé. Et en analysant les carcasses de renards qu'on trouvait sur l'île, ils ont vu qu'elles présentaient des marques de griffes ou de serres qui montraient qu'elles avaient été mangées par des rapaces. Et alors, les chercheurs se sont rendus compte que depuis les années 70, on voyait une augmentation du nombre d'aigles royaux sur ces îles. Et en parallèle de ça, les pigargues à tête blanche, qui normalement étaient les rapaces présents sur ces îles, avaient disparu. En fait, ces pigargues à tête blanche mangent principalement des poissons. Et avec l'épandage des insecticides DDT, les poissons avaient commencé à accumuler du DDT dans leur corps. Et ces pigargues à tête blanche étaient sensibles au DDT et produisaient des œufs avec des coquilles moins grosses et du coup étaient devenues moins viables sur ces îles à cause de ce DDT. Et normalement, ces rapaces en fait, avaient des sites de nidification qui empêchaient l'aigle royaux de venir s'installer, qui ne faisait en général que passer au-dessus des îles lors de sa migration. Mais du fait de la disparition des pigargues à tête blanche, les aigles royaux du coup ne rentraient plus en compétition avec les pigargues à tête blanche pour la nidification.
Et cela a contribué à l'installation de ces aigles. Mais ces aigles, eux, ne mangent pas de poissons, ils mangent plutôt des petits animaux, d'accord ? Et donc en fait, pour expliquer l'installation des aigles royaux, en fait, il faut prendre en compte le fait que sur ces îles, il y a eu en même temps une augmentation du nombre de cochons sauvages, donc des cochons qui étaient élevés, et comme c'était des petites îles, on les laissait vivre comme ça sur l'île, et du coup ces petits cochons étaient prélevés par les aigles qui les mangeaient, donc ça faisait une source de nourriture importante, et du coup les aigles ont commencé aussi à manger les renards, même si c'était moins en quantité de nourriture, mais ça a eu un impact plus important sur les populations de renards, alors que sur les cochons, ça a eu moins d'impact, puisque les cochons se reproduisent beaucoup plus vite. Donc, ce qui a été décidé suite à toutes ces études, c'est de prendre des mesures pour essayer de conserver ces renards. Donc déjà, ils ont été élevés dans des enclos pour augmenter le nombre d'individus. Et ensuite, ce qui a été envisagé, c'est d'éliminer les aigles. Donc, comme ce sont des espèces protégées, les nids ont été déplacés. On a réintroduit des pigargues à tête blanche, on a arrêté le DDT, et aussi ce qui a été vu en faisant des modèles mathématiques, c'est qu'il fallait absolument aussi éliminer les cochons, les moutons et les chèvres, qui étaient une source de nourriture importante pour les aigles, pour que ces aigles ne puissent pas proliférer sur l'île. Et donc ces mesures ont été prises à la fin des années 90, et elles ont eu un effet positif, puisque le nombre de renards a commencé à augmenter et est redevenu à des niveaux assez élevés sur la plupart de ces îles. Donc ici, on a un cas d'un écosystème où on voulait essayer de comprendre ce qui faisait que ces renards insulaires diminuaient en nombre d'individus. Et pour comprendre, finalement, il faut impliquer plus de 4 espèces. Donc, pour comprendre cette diminution, donc on a au début des humains qui amènent des cochons sur les îles. Ces cochons s'échappent et deviennent sauvages. Ces cochons attirent les aigles royaux qui s'installent sur l'île et qui commencent à manger ces cochons sauvages et aussi les renards. La population de renards diminue. Les renards limitaient le nombre de moufettes et comme il y a moins de compétition, vu qu'il y a moins de renards, le nombre de moufettes augmente. Et donc en plus de ces effets-là, donc on a l'effet des pigargues à tête blanche qui avaient disparu du fait des DDT et du fait des poissons. Donc vous voyez qu'il faut impliquer énormément d'espèces différentes pour essayer de comprendre la dynamique de cet écosystème. Et donc là, c'est un écosystème relativement simple, c'est sur une île où il y a énormément de chercheurs qui vont sur ces îles et qui analysent la dynamique des populations, le nombre d'individus au cours du temps depuis énormément d'années. Et vous voyez que même pour ces écosystèmes simples, il faut prendre en compte toutes ces interactions. Donc dans des écosystèmes plus complexes, continentaux, on peut imaginer que c'est encore plus complexe. Voilà, donc pour résumer ce que nous avons vu jusqu'à présent, donc on a vu que quand on s'intéresse aux vivants, souvent les entités biologiques sont plus complexes que ce qu'on imagine. Les ARN messagers sont de très longues molécules, les ADN peuvent sauter d'une région du génome à une autre. Parfois on a des phénomènes au cours du développement qui sont difficiles à expliquer si on ne prend pas en compte l'évolution. On a vu aussi que certaines explications doivent prendre en compte des phénomènes complexes, par exemple la migration des oiseaux, la théorie de l'évolution ou les renards insulaires ou la loutre de mer. Donc quelles sont les solutions qu'on a pour essayer de trouver les meilleures explications aux vivants? Donc pour moi, ce principe de parcimonie, on doit l'utiliser, mais on doit aussi regarder quelles sont les hypothèses alternatives et même si elles sont plus complexes, essayer de les étudier. Et donc cet article écrit par Naomi Oreskes et collaborateurs explique que de nombreux scientifiques acceptent et appliquent ce principe de parcimonie dans leurs travaux, même s'il s'agit d'une hypothèse entièrement métaphysique. Il existe peu de preuves empiriques que le monde est réellement simple ou que les récits simples ont plus de chances d'être vrais que les récits complexes. Notre attachement à la simplicité est en grande partie un héritage de la théologie du XVIIe siècle. Donc il faut s'intéresser à des explications plus complexes et du coup il faut essayer de voir si on a des observations qui ne collent pas avec notre modèle principal. Et c'est déjà ce que disait Pierre-Simon de Laplace. Il disait « Nous sommes si loin de connaître tous les agents de la nature et leurs divers modes d'action qu'il serait peu philosophique de nier les phénomènes uniquement parce qu'ils sont inexplicables dans l'état actuel de nos connaissances. Seulement, nous devons les examiner avec une attention d'autant plus scrupuleuse
qu'il paraît plus difficile de les admettre. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que voilà, les observations qui ne sont pas en accord avec la théorie générale, il faut les regarder de façon plus scrupuleuse pour voir si c'est peut-être un problème que l'observation a mal été faite. Il faut essayer de vraiment mieux les regarder et essayer de voir si vraiment elles remettent en cause la théorie générale et s'il faut essayer de l'améliorer. Donc cette idée a été reprise par Carl Sagan, et quand lui, ce qu'il disait, c'est extraordinary claims require extraordinary evidence. Et donc là, ce qu'il voulait dire par là, c'était que des affirmations, des observations extraordinaires requièrent des preuves extraordinaires. Donc il pensait, quand il a formulé cette phrase, il pensait aux personnes qui ont vu des extraterrestres. Donc ces observations extraordinaires, il faut vraiment avoir des vraies preuves de ces observations avant de dire que les extraterrestres existent. Il faut être sûr de ces observations et le plus possible. Mais aujourd'hui, cette citation, Extraordinary claims require extraordinary evidence, on la retrouve dans les réseaux sociaux de façon très importante, mais c'est avec un autre sens, avec le sens claims, donc toujours dans le sens affirmation, mais dans le sens proposition ou hypothèse. Dans le sens que si quelqu'un a une hypothèse ou une théorie qui est extraordinaire, qui implique énormément de paramètres, il va falloir que cette théorie, elle soit vraiment solide et encore plus solide que la théorie simple. Et moi, personnellement, je suis plutôt contre cette idée. Ce n'est pas parce qu'une théorie est plus complexe et implique quelques paramètres en plus qu'il faut la rejeter. S'il y a seulement un ou deux paramètres en plus et qu'elle explique aussi bien les observations, il faut l'analyser et essayer de voir si on peut vraiment la réfuter ou pas. Et donc, pour moi, je ne suis pas d'accord dans le sens de cette citation, dans le sens d'une hypothèse extraordinaire qui requiert des preuves extraordinaires. Par contre, dans le sens d'une observation extraordinaire, là, je suis d'accord dans le sens premier de Carl Sagan, mais pas dans ces nouvelles explications. Et donc là, vous voyez que je vous ai mis un cas d'un article d'une personne qui parle de l'origine du coronavirus. Et pour moi, ça reflète exactement ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc, pour cette origine du coronavirus, plusieurs hypothèses peuvent être faites. Donc là, j'ai repris une diapo de Christian Anderson. Donc lui, il est virologue. Il défend la thèse naturelle, l'hypothèse naturelle, mais dans sa présentation qu'il a faite l'année dernière, il reprend bien exactement toutes les différentes hypothèses. Donc, l'émergence naturelle, donc ça serait une origine zoonotique à partir d'animaux sauvages, mais on peut aussi imaginer que ce soit une hypothèse avec un accident de laboratoire. Donc, par exemple, un échantillon contaminé qui a été amené au laboratoire et ensuite une personne s'est contaminée. Ça peut être aussi une contamination qui s'est faite au moment où il y a eu un échantillonnage d'animaux sauvages comme des chauves-souris pour un projet de recherche. Ou ça peut être aussi un virus qui a été cultivé au laboratoire, soit un virus naturel qui a juste été amplifié au laboratoire, ou un virus sur lequel il y a eu des modifications qui ont été faites en utilisant une culture de cellules ou en le faisant passer dans des animaux. Ou ça peut être un virus qui a été manipulé génétiquement, ou ça peut être une arme biologique qui était en cours de développement. Donc vous voyez que lui, il reprend toutes les hypothèses, mais ensuite, dans son topo, il va vraiment insister sur l'hypothèse zoonotique. Et avec d'autres chercheurs depuis 2020 et 2021, on a vu que ces hypothèses d'un accident de laboratoire avec une personne qui pourrait être contaminée, on ne peut pas les rejeter totalement. Il n'y a pas de preuve pour totalement les rejeter. Donc, pour moi, quand on a des hypothèses qui restent assez proches, qui impliquent quelques paramètres de plus que l'hypothèse principale, il ne faut pas tout de suite la rejeter. C'est important d'essayer d'accumuler de nouvelles observations pour essayer de voir quelle hypothèse est la plus probable. Donc, quand on essaye de reconstituer l'évolution, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne saura jamais exactement. Quand on essaye de reconstituer l'origine d'une épidémie, on ne saura jamais non plus exactement. On ne va jamais retrouver exactement le patient zéro, toutes ces choses-là. Surtout là, il y avait des asymptomatiques, on ne saura jamais. Mais par contre, on peut essayer d'accumuler des observations, d'avoir le plus d'observations possible pour essayer d'élaborer la théorie la mieux possible en fonction de nos observations.
Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, en fait, ça rappelle beaucoup ce qui s'est passé avec l'origine du virus du sida. Donc, il y a eu à un moment une théorie alternative qui a été proposée par différents chercheurs et aussi surtout par un journaliste qui s'appelait Edward Hopper. Et cette théorie était que le virus du sida, enfin, une partie de l'épidémie était liée à la vaccination de la polio en Afrique dans les années 50. Et donc il y a eu un livre écrit par Edward Hopper qui détaillait cette théorie qui ne pouvait pas être réfutée à l'époque. Et Bill Hamilton, qui est un évolutionniste très connu, qui a eu énormément de prix et qui travaillait sur l'altruisme, essayait d'expliquer comment l'altruisme a pu évoluer au cours de l'évolution, s'est intéressé à cette hypothèse et a dit que voilà, il fallait aussi investiguer cette hypothèse, il ne fallait pas tout de suite la rejeter si elle n'était pas, même si elle était peut-être plus difficile à imaginer avec plus de paramètres. Il a écrit plusieurs lettres pour dire qu'il fallait s'intéresser à cette hypothèse. Et donc avec Simon Wayne Hobson et Robin Weiss, ils ont organisé une conférence en 2000, et donc là c'est un numéro spécial qui a été publié en 2001 dans ce journal, pour discuter de l'origine du virus du sida et de voir si cette hypothèse de la vaccination était probable ou pas. Et donc ça a permis de rassembler différents scientifiques et de vraiment analyser les données disponibles. Et en analysant ces données, ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres séquences qui avaient été obtenues qui permettaient d'éliminer cette théorie de la vaccination et que vraiment c'était un virus d'origine totalement naturelle. Mais donc pour moi, cet exemple montre que c'était important d'accumuler des nouvelles données et de rejeter cette hypothèse, même si elle était peut-être un peu plus farfelue que l'hypothèse d'une origine zoonotique. Donc en conclusion de ce cours, nous avons vu que les entités biologiques sont souvent plus complexes que ce qu'on imagine et que les explications les meilleures ne sont pas toujours les plus simples et que souvent il faut impliquer plus de paramètres pour tenir compte de toutes les observations que l'on peut faire. Donc les solutions qu'on a pour mieux comprendre le monde vivant, c'est toujours essayer de voir quelles sont les autres hypothèses, les autres modèles qu'on pourrait formuler pour expliquer les données que l'on observe. Et même si ces hypothèses sont plus compliquées, les tester. Donc moi, c'est vrai que je suis biaisée par mon travail de thèse où voilà, on avait 4 cellules, on imaginait que les 4 cellules allaient se former simplement et il y avait cette 5e cellule. Donc je suis vraiment biaisée par le fait que souvent c'est plus compliqué et c'est important de garder l'esprit ouvert et de regarder quelles sont ces autres hypothèses. Donc si vous voulez en savoir plus et continuer dans vos lectures, il y a ce livre écrit pour les enfants, mais qui est très bien pour les adultes aussi, qui parle de l'histoire d'Alfred Wallace, le rival de Darwin, et comment il est arrivé à la théorie de l'évolution. Il y a aussi ce livre, L'origine des espèces, qui est un livre clé, je pense, dans l'histoire de l'humanité. Et il y a aussi toute une série de podcasts sur France Culture par Renaud Pierrot qui s'appelle « Mécanique des épidémies », où pour chaque podcast, il va s'intéresser à une épidémie, donc le sida, Ebola, le choléra, SARS-CoV-2, et essayer de retracer comment on est arrivé à comprendre cette épidémie, comment elle est arrivée dans les populations humaines, et c'est vraiment extrêmement intéressant. Et on voit que c'est à chaque fois des observations qui tiennent à plusieurs domaines de la biologie et autres. Et sur l'origine du coronavirus, personnellement, je pense qu'on n'a pas assez de données aujourd'hui pour conclure. On ne sait pas exactement comment ce virus est arrivé à l'homme. Et donc avec Étienne de Crollier, on a écrit un petit article dans The Conversation qui reprend les observations qu'on a aujourd'hui et qui donne aussi des pistes pour essayer de comprendre et accumuler de nouvelles observations pour départager entre ces différentes hypothèses. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.